En 48 heures, la cocaïne s'est invitée 2 fois dans la rubrique sport. D'abord le cycliste Tom Boonen, puis le tennisman français Richard Gasquet se retrouve soupçonné de dopage. Voilà le problème de la drogue dans le milieu sportif, vous l'avez compris, c'est mon sujet du jour. C'est vrai que vous étiez au courant. Mais il y en a d'autres, même au plus haut degré de l'État, qui se farinent le pif. La faim, la fatigue, la douleur, tout cela disparaît. Une confiance en toi décuplée. Une énergie infinie, une sensation d'invincibilité. Tu es concentré, vigilant, alerte, prêt à réaliser le mouvement parfait. Tu as conscience de chaque muscle, de chaque adversaire, du public, même du vent qui souffle sur le terrain. Plus aucune pression. Tu vas réussir, c'est certain. Mais à quel prix ? La cocaïne. Elle ne se contente pas d'être une drogue festive pour certains. Pour de nombreux athlètes, elle s'insinue sournoisement dans leur quotidien, devenant à la fois leurs plus grands alliés et leurs pires ennemis. Elle promet de repousser les limites, d'améliorer les performances, mais en vérité, elle tend un piège insidieux. Un piège qui peut briser une carrière en un instant. Un piège qui, pour certains, se referme à la première ligne. Tu penses que c'est exagéré? Écoute bien ceci. Un joueur professionnel de rugby, sous couvert d'anonymat, révèle que dans certains coins de France, après les matchs, c'est cocaïne partie. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Yann Ullrich, ancien cycliste de renom, confie dans un documentaire: j'ai pris de la cocaïne en masse, j'ai bu du whisky comme de l'eau, jusqu'à être proche de la mort. Environ 2% des athlètes professionnels admettent avoir consommé au moins une fois de la cocaïne dans leur carrière. Tandis que 15% affirment en connaître qui en consomment régulièrement. Cette statistique, elle révèle un paradoxe qui est vraiment intéressant, qui met en relief le tabou qui entoure la consommation de cocaïne dans le milieu sportif. En gros, si 15 athlètes sur 100 voient régulièrement d'autres en prendre, il n'y a pourtant que 2 sur 100 qui osent avouer l'avoir fait eux-mêmes au moins une fois. Cela montre bien que la cocaïne reste un sujet délicat et souvent caché, même dans un environnement où sa consommation semble plus répandue qu'on ne le pense. La blanche touche les amateurs comme les professionnels et elle n'épargne aucune discipline. En 1999, Robbie Fowler, footballeur à Liverpool, fait face à des rumeurs concernant sa consommation de cocaïne. Les Reds jouent contre leur rival Everton et Fowler, après avoir marqué sur penalty, décide de célébrer le but en allant sniffer la ligne devant les supporters d'Everton qui l'accusaient de consommer de la coke. Son entraîneur, le français Gérard Houllier, va tenter de défendre le joueur et de justifier le geste avec une belle saucisse. C'était une célébration camerounaise qui consistait à manger la pelouse, apprise de son coéquipier Rigobert Song. Bon, la fédération anglaise ne le croit pas vraiment et Fowler va écoper de 6 matchs de suspension et 60 000 livres d'amende. Amaury Levaux, ancien champion olympique français de natation, qui a sorti un livre en 2015, Sexe, drogue et natation. Dans son ouvrage, il dénonce tout un système. Certains d'entre nous ne crachent pas sur un petit rail de temps en temps. Pour d'autres, c'est carrément une autoroute couverte de poudre blanche sur laquelle ils glissent à vitesse grand C comme cocaïne. La cocaïne, elle fait pas de discrimination. Des bassins de natation jusqu'au terrain de rugby, elle s'est démocratisée. Elle s'est tout simplement aussi installée dans notre société. On va pas se leurrer. Je discutais récemment avec un président de rugby en Fédéral 3, qui est la 7ème division du rugby français, qui m'a raconté une histoire qui m'a scotché. Avant un match important, toute proportion gardée quand même, on est dans le milieu amateur. Les joueurs sont dans le couloir prêts à rentrer sur le terrain. Les mecs sortent sur le terrain et le président il passe vérifier que le vestiaire est fermé. Il ouvre la porte et là, paf, il tombe sur un mec qui est en train de péter son rail sur le banc. Au calme avant d'aller jouer. C'est un sujet sur lequel je suis particulièrement sensible et ça faisait longtemps que je voulais en parler. Alors je me suis lancé dans cette enquête sans trop savoir exactement ce que je cherchais et j'ai appris des choses vraiment hallucinantes qui m'ont scotché. Moi qui étais naïf sur certaines choses, je suis vraiment tombé de très haut. Et pour commencer l'enquête, j'ai tout simplement commencé par m'intéresser à la normalisation de la prise de cocaïne. Taper de lacet, c'est facile de penser que c'est un truc de junkie, un acte dangereux réservé à ceux qui ont déjà franchi une ligne rouge. On pourrait croire que ça arrive qu'aux autres, que les sportifs avec leur éthique ils sont à l'abri. Après tout, le sport c'est censé être sain, non? Mais la réalité elle est tout autre. La vérité c'est que la cocaïne elle s'est normalisée, et même dans les cercles les plus inattendus. Et quand je dis normalisée, je parle de tout le monde, même des organismes censés lutter contre le dopage. En 2021, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, a pris une décision qui a fait grincer les dents. Ils ont reclassé la cocaïne dans la catégorie des substances d'abus permettant son usage en dehors des compétitions. En clair, défoncez-vous après le match, mais attention, pas avant ni pendant. Sérieusement, c'est comme si on disait amusez-vous, mais du moment que c'est pas en plein match, on ferme les yeux. Mais en regardant de plus près sur leur site, là, dans la section S6, on voit bien la cocaïne classée comme stimulant avec d'autres substances comme le cannabis, l'ecstasy et même l'héroïne. Et pour aller plus loin, le cannabis, l'ecstasy, l'héroïne sont classés dans la même catégorie des substances d'abus. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Savez-vous quel impact cela a si vous êtes contrôlé positif à ces substances? Prouvez que c'est pour un usage récréatif et non pour booster vos performances et vous passez de 4 ans de suspension à seulement 3 mois. 3 mois! C'est à peine le temps de récupérer et de se préparer pour une nouvelle compète. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre ce risque si cela signifie que votre carrière elle peut continuer sans interruption? En agissant ainsi, l'AMA elle a trahi un de ses principes fondateurs.
fondateurs, protéger l'intégrité physique des sportifs et leur santé. Que dire alors de leur intégrité? D'autant plus qu'il y a des histoires de dopage majeures qui sont totalement ignorées, comme ce scandale en 2021 où 23 nageurs chinois auraient été contrôlés positifs, mais où Lama aurait fermé les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Eh bah tout simplement, quand on parle de médailles aux Jeux Olympiques, on ne parle pas d'un mec qui se met de la poudre dans le nez pour s'amuser. Alors peut-être qu'ils ont laissé passer dans les substances d'abus pour avoir moins de dossiers, mais est-ce que c'est la bonne solution? En réalité, c'est juste en fait que tu tolères que le fait de prendre de la coke, c'est normal. Prenons un exemple plus concret. Au rugby, la cocaïne, c'est surnommé le dopage du lundi, mardi, mercredi. Les joueurs, ils savent tous qu'ils peuvent taper des rails en début de semaine, elles restent dans les urines pendant 2 à 4 jours, et donc t'as le temps de l'évacuer pour le match du week-end. Un contrôleur de l'agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD, a même confié qu'ils ont dû changer leurs habitudes de contrôle. Avant, c'était avant les matchs, mais maintenant ils doivent intervenir avant la seconde mi-temps parce que certains joueurs se chargent à la pause. Ouais, vous avez bien entendu, il y a des joueurs à la mi-temps, ils prennent leur rail. Et cela, les amis, c'est juste le reflet d'une évolution plus large de la société. Est-ce que tu penses que sniffer, c'est toujours anodin? Apparemment non. Saviez-vous que maintenant, dans certains bureaux de tabac, tu peux acheter un produit appelé Sniffy? C'est une poudre blanche vendue avec une paille à sniffer pour un boost d'énergie. Est-ce que c'est vraiment différent de ce que font les consommateurs de coke? Elle contient de la cocaïne, des émulsifiants. Non, je déconne. Elle contient de la caféine, des taurines, bref, que des trucs légaux. Mais le souci, c'est qu'on banalise ce geste du sniff. Même apparence, même ustensile, même geste. Alors cette poudre, elle est majoritairement vendue sur internet. Par exemple, en Corse, aucun bureau de tabac a décidé de la vendre. L'objectif, c'est clairement de cibler les jeunes. Je pense pas que des couples de 35 ans avec 2 enfants vont s'amuser à acheter Sniffy pour se prendre des rails au resto devant leurs enfants. Alors pour toucher les jeunes, tu proposes les goûts fruits de la passion, fraises, bonbons, menthe, un peu comme les cigarettes électroniques. Alors attention quand même, parce que les fabricants, ils sont prévenants. Ils recommandent de commencer par des petites doses avant d'augmenter au fur et à mesure. Bon, j'avoue, c'était un petit peu limite. Alors, ils ont décidé de ramener ça à une dose quotidienne maximum. Tu n'as pas le droit de déplacer 2 grammes par jour. C'est comme pour les drogues. Et, attention, on ne mélange pas avec de l'alcool ou des médicaments. Cette limitation ne repose bien sûr sur rien de scientifique. Les mecs se couvrent juste légalement. Mais réfléchissons. Si tu commences à prendre Sniffy quand tu es jeune pour avoir du peps, quand tu vas grandir, à quel moment ça va te choquer de faire la même chose en soirée avec de la coke? Ça sera juste normal. C'est un peu la même chose avec les cigarettes électroniques et le tabac. Avant, la cocaïne c'était une drogue chère qui était réservée à l'élite. Une drogue de luxe pour les riches. Maintenant, t'en trouves n'importe où et pour pas cher. Une étude estime qu'entre 2000 et 2023, le nombre de personnes prenant de l'AC est passé de 0,3 à 2,7% en France. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la cocaïne exactement? Pourquoi cet engouement? Allez, on va plonger maintenant dans le monde caché de la coke. La cocaïne, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment ce que c'est? Ce n'est pas juste une poudre blanche aux effets puissants. Son histoire, sa composition et son influence sont bien plus complexes et intrigants. Vous êtes prêts à découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette drogue? On va commencer par le début. La cocaïne, elle a été isolée pour la première fois au milieu du 19e siècle par un chimiste allemand nommé Niemann. Un détail historique qui a ouvert la porte à l'un des stimulants les plus puissants que l'humanité ait jamais connu. Dérivée des feuilles de coca, une plante originaire d'Amérique du Sud, la cocaïne se présente généralement sous forme de poudre blanche, mais elle peut aussi se cristalliser. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la cocaïne, elle agit directement sur le système nerveux central. Et c'est là que tout devient fascinant et dangereux, surtout dans le contexte du sport. Le système nerveux central, c'est un peu comme le tableau de commande de notre corps. Il gère les informations sensorielles, soit le chaud, le froid, la douleur, coordonne les mouvements musculaires. Imagine alors ce que cela peut signifier pour un athlète qui cherche à repousser ses limites. Tu vois où ça peut mener, non? Pourquoi certains sportifs peuvent être tentés par cette drogue malgré les dangers? Elle peut théoriquement te donner un avantage marginal dans des situations de stress intense comme par exemple une compétition. Mais attention, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les effets et tu vas vite comprendre pourquoi c'est aussi risqué que séduisant. Parce que tous les sportifs professionnels, ils maîtrisent parfaitement leurs gestes, leur corps. Ils répètent toute la semaine les mêmes gestes pour être efficaces en compétition. Mais en situation de stress, on a tous vu des joueurs rater des gestes techniques, faire une double faute au service. Alors tu peux y trouver un intérêt, car elle va te permettre, si elle est bien dosée, d'être plus précis. On va y venir à tous ces effets. Au début du XXe siècle, la cocaïne, elle n'est pas seulement une drogue, mais un ingrédient couramment utilisé dans divers médicaments, et même bien sûr dans des boissons populaires. Et oui, t'as bien entendu, le célèbre Coca-Cola contenait de la cocaïne dans sa recette originale. A l'époque, cette boisson était commercialisée comme un remède nerveux et une alternative aux boissons alcoolisées. Imagine, tu rentres chez toi après une longue journée, tu te sers un verre de coca pour te détendre et tu consommes de la cocaïne sans même t'en rendre compte.
Ce fait peut sembler incroyable aujourd'hui, mais à l'époque c'était une pratique relativement courante. Le nom même de la boisson, Coca-Cola, fait référence à deux de ses ingrédients originaux, les feuilles de coca et les noix de cola qui contenaient de la caféine. Mais voilà, au début des années 1900, les effets néfastes de la cocaïne ont commencé à apparaître au grand jour. Ce qui était autrefois considéré comme un remède miracle s'est rapidement transformé en substance controversée et dangereuse. Coca-Cola n'a pas eu le choix. En 1904, ils ont progressivement retiré la cocaïne de leur recette pour la remplacer par de la caféine, un stimulant bien plus sûr mais aussi bien moins excitant. Cette transition elle a marqué un tournant dans l'histoire de cette boisson mondialement reconnue, mais ça c'est une autre histoire. Et maintenant imaginez-vous cette scène, vous allez chez le médecin pour un simple mal de tête, il vous prescrit un médicament contenant de la cocaïne et vous rentrez à la maison pour vous rafraîchir avec un verre de coca également chargé en cocaïne. C'était le quotidien il y a un peu plus de 100 ans. Mais pourquoi cette substance, autrefois si répandue, est-elle devenue l'ennemi public numéro 1 dans le sport moderne? Nous allons explorer ça plus en détail. Et là, tu vas voir, il y a des découvertes qui vont te surprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment quand tu prends ton rail de coke? Dès que la cocaïne entre en jeu, c'est comme si quelqu'un appuyait sur un interrupteur dans ton cerveau. Une puissante vague d'euphorie te submerge. Ton énergie, ta vigilance et ta confiance en toi montent en flèche, littéralement. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce coup de boost soudain? Tout ça, c'est à cause de la dopamine, un neurotransmetteur essentiel dans ton cerveau. La cocaïne provoque une augmentation massive de cette molécule du plaisir, celle-là même qui est responsable des sensations de bonheur, de motivation et de récompense. Tellement puissant que ton cerveau associe immédiatement la prise de coke à une sensation de bonheur intense. Tu te sens invincible, prêt à affronter n'importe quoi. Besoin de courage pour aborder quelqu'un? Aller inviter une fille à danser? Une petite dose de coke et te voilà capable de tout oser. Dit comme ça pourrait presque sembler tentant, non? Mais attention, il y a un revers à cette médaille. En 2022, Kelly Meafua, joueur professionnel de Montauban, vit une soirée qui va tourner au drame. Après une victoire, lui et ses coéquipiers décident de faire la fête. On ne parle pas ici d'une simple soirée tranquille. Non, ces mecs-là sortent en boîte de nuit jusqu'à 6h30 du matin. Ils sont invincibles, ou du moins, ils se sentent comme tels. Sur le chemin du retour, Kelly s'arrête sur un pont. Puis, dans un geste qui semble être plus un défi qu'une tentative de suicide, il décide de sauter, mais ce saut va lui coûter la vie. Il ne remonte pas et malgré les efforts de son coéquipier, il est retrouvé noyé. Le rapport révèle un taux d'alcoolémie de 2,30 g par litre de sang et la présence de coke. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était la coke qui l'avait tué. Simplement, il y avait de la coke présente dans son organisme lors de l'autopsie. Est-ce que c'est la cocaïne qui l'a poussé à sauter? On le saura jamais, mais je pense que la question, elle mérite d'être posée. Parce que pour des hommes qui sont remplis de testostérone, en fait, tu as encore plus de confiance en toi. Et le rugby, c'est quand même un sport où c'est à celui qui pourra le plus en permanence. Est-ce que c'est pas un pari à la con qui a mal tourné? En tout cas, la cocaïne, c'est le coup de fouet dont certains rêvent. Mais elle a aussi un effet amplifié lorsqu'elle est mélangée à la petite tisane. Tu vois ce dont je veux parler? L'alcool. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Ensemble, ces substances produisent le coca-éthylène, une molécule qui non seulement évite les descentes brutales après la coke, mais permet aussi de tenir l'alcool plus longtemps. En soirée, ça te transforme en machine de guerre, mais à quel prix? Bref, si tu veux jouer à qui tient le mieux l'alcool en soirée, tu deviens vraiment la machine de guerre qu'il faut. Mais ces sensations d'euphorie ne sont qu'un mirage temporaire. Les effets à long terme de la cocaïne sont beaucoup moins glamour. Crise cardiaque, AVC, perte de poids, problèmes respiratoires. La liste est longue et ça ne s'arrête pas là. Les problèmes mentaux suivent, anxiété, paranoïa, hallucinations, comportements violents voire suicidaires. Et comme pour beaucoup de drogues, tu ne t'en rends sûrement pas compte au début. C'est seulement quand il est trop tard que tu te retrouves face à la réalité. Alors pourquoi est-ce que les athlètes y prennent ce risque? Qu'est-ce qui les pousse à consommer de la cocaïne malgré les dangers évidents? On pourrait penser que c'est juste une question de performance, mais en réalité, il n'y a pas que ça. Faut pousser la réflexion un petit peu plus loin. Et donc là, c'est la partie suivante, ça me permet de l'introduire assez proprement. Quelles sont les raisons qui poussent les sportifs à prendre de la coke? Imaginez un instant être constamment sous pression. Pas la petite pression du quotidien que nous connaissons tous, mais une pression continue qui ne s'arrête jamais. Nous, on peut se contenter de boire la pression entre amis pour décompresser, mais pour un sportif professionnel, c'est une autre histoire. La pression, ils ne la boivent pas, ils la subissent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès leur plus jeune âge, chaque aspect de leur vie est calibré pour une seule chose, la performance. Chaque repas, chaque heure de sommeil, chaque séance d'entraînement est orienté vers un objectif unique. Et quand enfin ils deviennent professionnels, la pression elle diminue pas, elle augmente. Être un athlète professionnel, ce n'est pas simplement exceller un jour donné, c'est maintenir ce niveau d'excellence jour après jour sous les projecteurs avec les attentes écrasantes de l'équipe, des fans, des coachs, de la famille et même de soi-même qui pèsent constamment sur leurs épaules. Imagine vivre constamment sous ce poids sans aucune échappatoire. Certains athlètes y trouvent refuge dans des disciplines comme la méditation, le yoga ou alors des routines très strictes aussi. Mais d'autres ils vont chercher des solutions plus rapides, plus dangereuses et c'est là que la cocaïne elle entre en scène. Pour beaucoup de sportifs, en fait, la cocaïne
cocaïne, elle devient ce remède miracle. Elle promet une énergie débordante, une vigilance accrue et une confiance en soi qui atteint des sommets. Mais ce que les athlètes oublient souvent, c'est que cette solution a un prix bien plus élevé qu'ils ne l'imaginent. La cocaïne n'est pas seulement un stimulant, c'est aussi une échappatoire trompeuse, une illusion dangereuse qui semble offrir un répit temporaire face à une réalité écrasante. Et cette réalité, c'est un quotidien fait de performances à maintenir, de blessures à éviter, de carrières en perpétuel équilibre. L'usage récréatif de la cocaïne n'est pas seulement un moyen de se détendre, c'est une tentative désespérée pour échapper à cette pression, une fuite vers un semblant de liberté qui en fait fait que renforcer le cycle de dépendance. Sous couvert d'anonymat, un joueur de rugby professionnel témoigne: j'en ai pris de la coke. Et alors, je n'ai rien à cacher, ça n'a rien d'exceptionnel, tout le monde en consomme dans le milieu. Des joueurs du top 14 actuellement en activité en tapent. Je souhaite à n'importe quel mec lambda d'être un jour sportif professionnel, de gagner plein d'argent et d'être sous pression du matin au soir. C'est compliqué à vivre au quotidien. Personne ne peut comprendre tant qu'il ne l'a pas vécu. Quand tu dois bien manger toute ta vie, t'entraîner, faire tout ce qu'on te dit, être à 800% du matin au soir, 7 jours sur 7, à un moment il faut sortir, s'amuser, relâcher la pression. Certains font de la marche, d'autres prennent de la drogue. Pareil, quand tu te retrouves en tribune et que tu joues pas, tu retrouves cette adrénaline avec la coke. Et pour ça, il est crucial vraiment de comprendre que la pression ne vient pas que d'une seule source. Elle provient de toutes parts. Des attentes personnelles, des entraîneurs, des supporters, des sponsors, des enjeux financiers liés au contrat. Bien que ça soit pas une excuse, il y a des athlètes qui évidemment ils succombent pour échapper en fait à toute cette pression. Et ce qui est assez pernicieux, c'est que l'usage récréatif de la cocaïne, elle a un double aspect, une double facette. D'un côté, c'est un moyen pour se divertir, échapper à son quotidien, mais en même temps, c'est un moyen aussi de supporter les charges d'entraînement et d'essayer de rester compétitif. Mais cette évasion n'est qu'une illusion, un cercle vicieux où le besoin de soulager la pression se transforme en dépendance au détriment de la santé, de la carrière et de la vie personnelle. Pourquoi la cocaïne semble-t-elle si attrayante pour ces sportifs? Pourquoi ce moyen de fuite devient-il si difficile à abandonner? L'aspect récréatif de la cocaïne, c'est exactement ce que son nom indique: faire la fête, échapper à la pression du quotidien. Que ce soit lors d'une soirée, d'un dîner, l'objectif c'est de déconnecter tout stress accumulé. Pour les athlètes, ces moments sont particulièrement précieux car leur quotidien ne les lâche jamais. Les effets euphorisants et stimulants procurent une sensation de bien-être et de confiance. Et cet aspect récréatif, il ne concerne pas seulement les sportifs, il s'étend bien au-delà du monde du sport, touchant aussi à monsieur et madame tout le monde. Mais pour les athlètes, les conséquences sont bien plus graves car la ligne entre la détente et la dépendance, elle est mince, très mince. Et c'est l'objet de la prochaine partie, l'aspect de la performance. Parlons d'un autre aspect crucial de la cocaïne, son effet sur les performances sportives. Mais attention, ne vous méprenez pas, si tu t'envoies une dose à la Scarface, ne t'attends pas à exploser les records sur le terrain. La cocaïne en petite quantité, temporairement améliorer certaines performances, mais au-delà d'un certain seuil, l'excitation devient trop intense. Tes mouvements deviennent imprécis, exagérés, et loin de te donner un avantage, cela peut en réalité te freiner. Il est important de comprendre que la cocaïne n'est pas une drogue qui est reconnue pour améliorer directement tes performances sportives, tes capacités athlétiques. Ça serait trop simple, t'imagines, tu prends ton rail de coke et tu te transformes en Usain Bolt et t'envoies le record du 100 mètres en 9,50. Cependant, elle aide à mieux supporter la douleur et ça c'est intéressant pour les efforts de longue durée. Et c'est là que certains athlètes y trouvent leur intérêt, comme l'explique le docteur Jean-Pierre de Mondénard, expert en dopage. Dans le rugby, on sait que des joueurs prennent de la cocaïne durant la semaine pour être plus performants lors des séances de musculation et pour s'entraîner de manière plus intense. Cet usage détourné montre bien que, pour certains sportifs, la cocaïne n'est pas qu'un simple stimulant, mais un moyen de supporter l'entraînement intense et les douleurs qui l'accompagnent. Et on s'aperçoit que le dopage est omniprésent, puisque 16 siècles avant Jésus-Christ, l'alcool est prohibé. Il y a un juge qui est à l'entrée des stades pour renifler la laine des compétiteurs. Et l'histoire de la cocaïne en tant qu'aide à la performance physique, elle ne date pas d'hier. Dès le 15e siècle, elle était déjà utilisée pour ses effets stimulants, notamment en Amérique du Sud. Les populations locales, particulièrement au Mexique et dans les Andes, avaient découvert que mâcher des feuilles de coca leur permettait de parcourir de longues distances avec moins de fatigue. Ils avaient même développé une unité de mesure basée sur la distance qu'une personne pouvait parcourir en mâchant une seule feuille de coca. Cette pratique permettait aux travailleurs, aux messagers et même aux soldats de maintenir leur endurance sur de nombreux kilomètres malgré les conditions souvent difficiles. Le fait de mâcher des feuilles de coca, en fait, ça permettait de libérer progressivement des petites quantités de cocaïne. Ça augmentait leur énergie et leur résistance à la faim, à l'effort et à la douleur. Pour ces peuples, la coca était une ressource précieuse, utilisée non seulement pour ses propriétés énergisantes, mais aussi pour ses effets médicinaux. Ce n'était pas considéré comme une drogue récréative, mais comme un outil essentiel pour la survie et la performance physique dans des environnements rigoureux. Aujourd'hui, attention, les formes de cocaïne, elles sont beaucoup plus concentrées et dangereuses. C'est-à-dire que quand tu mâchais ta feuille de coca, c'était pas la même chose que tu te mettais dans les narines. Mais c'est intéressant de voir que l'utilisation de la
pour améliorer les performances sportives, elle prend racine dans l'histoire. Les Incas, par exemple, ils l'utilisaient pour parcourir de longues distances, mais pas uniquement. C'était dans des rituels religieux et pour traiter diverses maladies. Cette utilisation ancestrale contraste fortement avec l'usage moderne de la coke, qui est devenu un problème de santé publique mondiale, bien loin de son utilisation traditionnelle comme aide à la survie dans les montagnes des Andes. Mais revenons au présent. Pourquoi la cocaïne est-elle tentante pour certains athlètes? C'est simple, elle augmente la vigilance, la concentration et procure une sensation de confiance absolue, te faisant te sentir invincible comme un Superman sur le terrain, dans un environnement de compétition où des milliers de personnes te regardent. Cette sensation, elle peut sembler être un avantage indéniable. L'effet immédiat de la coke leur donne un sentiment de puissance et de contrôle, ce qui peut être particulièrement séduisant dans les moments de pression intense. L'autre aspect, on en a parlé de la coke, c'est d'être capable de lutter contre la fatigue. Tu vas enchaîner des entraînements à haute intensité et là tu n'es pas fatigué et tu es capable, tu peux dire j'en veux plus. Jean-Pierre Verdy, ancien directeur de l'Agence française de lutte contre le dopage, a souligné que l'utilisation de la cocaïne dans le sport n'est pas rare. Il a notamment mentionné un cas au sein d'un club de top 14. Avec le médecin du club, il a découvert que certains joueurs consommaient de la cocaïne pour adoucir les chocs et atténuer la douleur. Cette pratique montre que pour certains athlètes, la cocaïne devient une sorte d'outil pour faire face aux rigueurs du sport professionnel en dépit des risques énormes pour leur santé et leur carrière. Ces usages détournés te montrent à quel point les pressions que subissent les athlètes sont juste énormes quand tu en arrives à prendre de la coke. Accepter la douleur qu'on t'inflige lors des entraînements, ça devient grave. Et tout ça en fait avec un seul but, on va pas se leurrer, c'est rester au sommet. Les mecs veulent rester tout en haut de la pyramide. Et alors la question qu'on peut légitimement se poser, c'est jusqu'où un athlète est prêt à aller pour rester au sommet. L'illusion d'invincibilité, est-ce qu'elle en vaut vraiment les risques? Et dans la prochaine partie, en fait, on va voir les effets négatifs, à commencer par la descente ou le crash, c'est-à-dire quand tu es en train de perdre tous les effets de la coke. Et là, tu as une vague qui s'empare de toi. Mais ça serait trop simple si tout s'arrêtait là. On peut pas tricher avec son corps, on est obligé d'en payer le prix. Et avec la cocaïne, le prix, il se manifeste de façon brutale quand on en arrive à la descente ou le crash. Si la montée te donne l'impression d'être invincible, la descente, elle, te rappelle violemment que tout a un coût. Et ce coût est bien plus élevé que tu ne l'imagines. La réalité est implacable. Cet état de descente peut durer de 1 à 2 jours lors d'un usage occasionnel et de 1 à 5 jours lors d'usages répétés. Pour éviter cette chute brutale, certains n'hésitent pas à mélanger d'autres substances comme des anxiolytiques ou de l'alcool. Mais cela ne fait qu'aggraver la situation, plongeant l'athlète dans un cycle infernal de consommation et de dépendance. La descente après la consommation de cocaïne, elle est souvent marquée par une fatigue excessive. D'un côté, t'as fait la teuf, t'as pas mangé, t'as pas écouté ton corps, bah ouais, t'as le down. Alors que les effets initiaux, ils peuvent te donner l'impression d'être invincible. Ils s'estompent rapidement, laissant place à un état de dépression et d'épuisement profond. Cette fatigue rend la récupération particulièrement difficile, surtout pour un athlète qui doit rapidement enchaîner avec des entraînements et des compétitions. Selon certaines études, environ 80% des consommateurs réguliers de cocaïne rapportent une fatigue extrême et une dépression sévère pendant la descente. Imagine un joueur de rugby qui a fait la fête toute la nuit après un match important. Sous l'effet de la coco, il se sent en pleine forme, capable de prolonger la soirée sans ressentir la moindre fatigue. Mais le lendemain matin, la réalité le frappe de plein fouet. Il se réveille épuisé, mentalement vidé et physiquement à plat. Et pourtant, il doit retourner à l'entraînement. Son corps et son esprit ne sont plus en phase et à chaque geste, ça devient un effort insurmontable. La tentation de reprendre de la coke pour tenir le coup, elle devient irrésistible, créant un cercle vicieux. T'as besoin de drogue pour compenser les effets négatifs qu'elle a elle-même engendrés. Et ce cycle, il est extrêmement dangereux. Environ 30% des utilisateurs réguliers entrent dans cette spirale où la consommation répétée de cocaïne est utilisée pour freiner et éviter la descente. Et c'est ainsi que la dépendance, elle s'installe, transformant la drogue en maître et l'athlète en esclave. Non plus de la performance, mais de sa propre survie quotidienne. Mais la descente n'a pas que des conséquences mentales. Le coût physique est tout aussi dévastateur. Quand tu tires trop sur la corde, elle finit par craquer. Lorsque tu demandes trop à ton corps en le forçant à faire des efforts qu'il n'est plus capable de soutenir, tu augmentes considérablement le risque de blessures. Les muscles, les tendons et les articulations, tous souffrent. Le corps épuisé et privé de la récupération dont il a désespérément besoin devient une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. Un ancien sportif témoigne: j'ai commencé à prendre de la cocaïne pour m'amuser, mais rapidement j'ai dû en prendre pour simplement fonctionner. Le crash était insupportable et la seule manière de l'éviter, c'était de continuer à consommer. Je pensais que je contrôlais la drogue, mais en réalité c'est elle qui me contrôlait. En réalité, la cocaïne, elle peut te donner l'illusion d'une performance boostée, mais elle cache un prix qui est beaucoup trop élevé. Non seulement elle peut ruiner la santé physique et mentale des athlètes, mais en plus elle les entraîne dans un cycle de dépendance qui va être extrêmement dur à briser. Et c'est pas une question de performance, là on parle plus de performance, on parle juste de survie de l'individu à long terme. Alors la question finale se pose: est-ce que l'illusion de la cocaïne vaut vraiment le sacrifice de la santé, de la carrière et de la vie elle-même? Et on va basculer sur la prochaine partie: comment est-ce qu'on fait pour briser ce cycle?
Dans les années 70, la NBA était en pleine crise de la cocaïne. Une époque où près de 40% des joueurs de la ligue consommaient cette drogue, reflétant une culture de la fête et de l'expérimentation qui marquait cette décennie. On était en plein dans la culture de la fête et des hippies et les drogues elles étaient plus normales entre guillemets. La cocaïne, elle était perçue comme une drogue glamour et sans danger. Elle s'était infiltrée dans le monde du sport professionnel. Elle a créé des ravages qui allaient bien au-delà des terrains de basket. La situation était devenue si préoccupante que la NBA a dû faire face à plusieurs scandales majeurs. Michael Ray Richardson, star montante des New York Knicks, en est un exemple tragique. Suspendu à vie en 1986 après plusieurs violations de la politique anti-drogue de la ligue, il fut l'un des premiers joueurs à bénéficier d'un programme de réhabilitation mis en place par la NBA. Mais à quel prix? La ligue elle comprit rapidement que punir ça suffisait pas, il fallait offrir une seconde chance aux joueurs qui étaient pris dans cette spirale destructrice. Et donc t'en arrives à un stade où c'est la NBA qui te met des programmes de désintoxication pour les athlètes. Donc la pression et la mentalité sociétale fait que les joueurs consomment, mais que c'est la ligue qui derrière va essayer de rattraper et de camoufler ça. Mais la NBA n'a pas été la seule à avoir été touchée. En France, la réponse au problème de consommation de drogue chez les athlètes reste timide. Comparé à la NBA des années 80, la France elle semble avoir un temps de retard dans la gestion des incidents. La politique de l'autruche persiste et les mesures préventives tardent à être aussi strictes que celles mises en place par la Ligue américaine. Parce que la crise de la cocaïne, elle a poussé la NBA à renforcer considérablement sa politique antidrogue. À partir des années 80, la Ligue a introduit les tests de dépistage plus stricts et mis des programmes de sensibilisation pour éduquer justement les jeunes à tous ces problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Mais il y a surtout une chose qui va changer, c'est l'arrivée de David Stern en tant que commissaire en 1984. Il a adopté une tolérance zéro vis-à-vis de la drogue. Il a transformé en fait l'approche de la NBA vis-à-vis des drogues comme la coke et il a redoré l'image de la ligue tout simplement. Les effets tragiques de la consommation de cocaïne dans la NBA sont incarnés par des cas tristement célèbres. Lenny Bias, un espoir extrêmement prometteur, est décédé en 86 d'une overdose de cocaïne, seulement 2 jours après avoir été sélectionné en 2e position par les Bolton Celtics lors de la draft. Sa mort elle a choqué le monde du sport et elle a servi de catalyseur pour des réformes plus strictes. Chris Washburn, un autre joueur talentueux, a vu sa carrière dérailler à cause de sa dépendance. Washburn avait été sélectionné en 3e position de la draft en 86. Il a été suspendu à plusieurs reprises pour usage de drogue avant d'être définitivement banni de la NBA. Quel que soit le sport, un athlète consomme de la coke qui va salir tout simplement l'image du sport, d'une équipe, d'une marque. Et donc quand ils se font passer, c'est souvent une spirale infernale en fait qui commence pour eux, car leur image elle se retrouve écornée, mais les clubs ils veulent plus s'afficher avec eux, et les marques non plus. Et pourtant il y a quelque chose qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'en fonction des fédérations, le degré de tolérance sur la prise de cocaïne est totalement différent. Le tennis en est un exemple flagrant. Martina Hingis, qui a été longtemps numéro 1 mondiale, a révélé qu'elle avait été contrôlée positive à la cocaïne à Wimbledon, l'un des tournois du Grand Chelem. Et ce n'est pas la seule à avoir franchi la ligne blanche. En 2009, Richard Gasquet est contrôlé positif au Masters de Miami. Et là, la tempête médiatique s'abat sur lui. Il est suspendu, tente de se justifier et propose plusieurs hypothèses. Un baiser en boîte de nuit avec une femme qui aurait consommé de la cocaïne ou l'absorption d'une substance qui aurait glissé dans son verre malgré lui. L'ascendance, elle est directe. Il est suspendu. La suspension en cas de contrôle positif à la CC en tournoi est de 2 ans. Un coup terrible pour un joueur de tennis. Si tu peux plus faire de tournoi pendant 2 ans mais t'as plus de sponsors, en fait c'est la fin de ta carrière. La Fédération internationale de tennis va reconnaître après 2 mois et demi de combat la prise accidentelle de cocaïne par Richard Gasquet. Et ils vont lever la sanction. Mais le mal il est fait. Le joueur de 23 ans il est stigmatisé. C'est trop tard. Imagine quel sponsor maintenant va vouloir associer son image à quelqu'un qui consomme de la coke. On trouve des articles sur lui. Miami vise dans l'équipe. On ne parle même plus du joueur mais on juge l'homme qu'il y a derrière. Et ça pour un sportif c'est extrêmement difficile. Et pourtant la Fédération internationale de tennis est très souple sur le sujet. Elle réserve un traitement de faveur aux joueurs contrôlés positifs aux drogues sociales comme le bédo ou la coke. Et les cas ils sont pas rendus publics. T'imagines, ça veut dire que la fédération de tennis elle ne veut pas rendre public les cas pour écorner en fait l'image du sport. Donc vas-y, fume ton bédo, prends ton rail de coke du moment que c'est pas en tournoi. Côté ballon rond, au football, les sanctions elles sont impitoyables et radicales. Maradona en est l'un des témoins. Il semblerait que sa consommation frénétique ait commencé entre 82 et 84 à Barcelone. Il faut attendre 91 pour le voir contrôler positif et il va écoper d'une suspension de 15 mois et se retrouve obligé de quitter son club de Naples. Après ce passage, la star du football, qui a pris trop de poids, rongé par la coke, ne retrouvera jamais son niveau. Mais dans ce cas-là, c'est le joueur qui s'est détruit tout seul. Dans certains cas, ça va beaucoup plus loin. Adrian Mutu, ça te dit quelque chose? Un attaquant roumain exceptionnel. En 2015, il mute à Chelsea, il a des soucis pour s'imposer et se grille lors d'un contrôle à la blanche. En 2008, la FIFA va le condamner à verser un dédommagement de 17 millions à son ancien club. Pourtant, il avait une excuse imparable. Je ne suis pas un drogué. La seule raison pour laquelle j'ai pris cela, c'est que je voulais améliorer mes performances sexuelles. Ça peut paraître drôle,
drôle, mais c'est vrai. Et ouais, parce que la coke augmente fortement ta libido. D'un côté, au football, eux, ils ont pris le penchant direct, c'est-à-dire que les enjeux financiers ils sont tellement importants que tu ne veux surtout pas avoir un joueur qui écorne l'image de ton club, en fait, parce que derrière, sinon, en fait, c'est des sanctions financières. Et le cas du rugby, il présente des similitudes assez troublantes avec le cas de la NFL. Un autre sport de combat collectif où l'intensité sur le terrain est extrême, où les chocs sont très violents et qui sont souvent suivis par des soirées extrêmement festives. Dans le film L'Enfer du dimanche, qui dépeint le monde du football américain, la consommation de cocaïne est montrée comme quelque chose de presque normal, une pratique courante lors des fêtes où les joueurs se retrouvent à consommer dans les toilettes entre deux moments de débauche. Et ce n'est pas simplement parce qu'Al Pacino joue le rôle du coach, car lui-même il en prend pas, mais que cette consommation elle reflète une réalité dans le milieu sportif. Dans le rugby, cette normalisation semble également s'installer progressivement. En 2003, le pilier international français Peter De Villiers était contrôlé positif à la coke et l'ecstasy. Il a tenté de se défendre en affirmant que ces substances avaient été glissées dans son verre à son insu. Ça a choqué le monde du rugby, mais il n'était pas un cas isolé. D'ailleurs, le journal L'Équipe a réalisé un reportage approfondi en fait sur la cocaïne dans le milieu du rugby. Récemment, on l'a vu avec Oscar Jégou, un champion du monde moins de 20, qui en fait a été champion du monde moins de 20, il enquille avec les pros, bam, il prend 3 mois de suspension parce qu'il a pris de la coke. Tout comme les questions des commotions cérébrales, la question de la consommation de cocaïne dans le rugby, ça semble être un sujet dont on ne parle pas réellement ouvertement. Et cette culture du silence, elle est compréhensible, les joueurs ils n'ont pas envie d'être associés à ça, mais au bout d'un moment le sujet va être mis sur la table, parce qu'on a besoin de cette prise de conscience collective pour protéger les jeunes aussi, non seulement contre les dangers de la drogue, mais aussi en fait contre les effets destructeurs en fait qui sont devenus une normalité. La question qui me préoccupe, si je veux vraiment que mes enfants grandissent dans un environnement où la cocaïne devient quelque chose de normal en troisième mi-temps. Quand j'entends un joueur professionnel te dire avec une certaine nonchalance que dans certains coins de France c'est une véritable cocaïne partie après les matchs, je peux m'empêcher de me demander où va ce sport que j'aime tant. Et je sais pas si les fédérations elles préfèrent fermer les yeux là-dessus ou s'il existe une forme de tolérance implicite. Il faut rappeler que la cocaïne c'est une drogue dure qui est illégale et surtout dangereuse. Son usage c'est pas simplement une infraction à la loi, c'est aussi un risque pour la santé et l'intégrité physique des joueurs. C'est un dilemme complexe. D'un côté, si l'Agence française de lutte contre le dopage décidait d'effectuer des contrôles surprises dans les clubs un lundi matin, les résultats seraient sans doute catastrophiques. On pourrait se retrouver avec des trous béants dans les effectifs de rugby. Imagine un instant que ce genre de contrôle soit appliqué dans le football. Le PSG d'il y a 4 ans aurait peut-être dû jouer sans ses stars comme Neymar, Verratti et d'autres encore. Les conséquences financières seraient gigantesques et les pertes pour les clubs colossales. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que les fédérations ont vraiment envie de frapper si fort sur les structures professionnelles qui font tourner leur sport? Peut-être que la solution se trouve ailleurs. Plutôt que de compter sur les contrôles à grande échelle, il serait peut-être plus efficace de commencer par briser ce tabou en parlant ouvertement. Les médias pourraient jouer un rôle crucial en mettant ce sujet sur la table sous les projecteurs. Alors ils essayent de le faire mais peut-être pas assez. Une fois exposé au grand jour, ça deviendrait beaucoup plus difficile pour les clubs et les fédérations de fermer les yeux et de continuer à faire la politique de l'autruche. Cela dit, ça revient un petit peu au fait de demander à une fédération de se tirer une balle dans le pied. La probabilité qu'une fédération admette publiquement que le problème existe est quand même relativement faible. Mais si on considère que le problème c'est comme un membre gangréné, au bout d'un moment il faut couper. Mais sauf que là, pour l'instant, on ne prend pas de décision. Il n'y a rien qui est fait. Et pour aborder un tel sujet, il faut des témoignages. Et là, on se rend compte à quel point c'est difficile. On reprend la statistique du début où tu as 2% des joueurs qui auraient consommé de la cocaïne durant leur carrière. Et en revanche, tu en as 15% qui en consomment régulièrement. Il y a un petit souci. La question se pose aussi de savoir si les campagnes de sensibilisation auprès des jeunes joueurs fonctionnent vraiment. Ils savent que prendre de la cocaïne c'est interdit et dangereux, mais plus ils grandissent, plus ils se sentent invincibles. Quand on est jeune, on se croit souvent intouchable. Alors peut-être que la sensibilisation devrait davantage se concentrer sur les risques réels en montrant des exemples concrets de carrières brisées par la drogue. Cette vidéo, elle est pas faite du tout pour moraliser ou jeter la pierre ou l'opprobre, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est plus en fait d'essayer de protéger les jeunes athlètes qui vont découvrir ce milieu-là, qui se disent pas mais c'est normal. Si t'as des idées ou des témoignages, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse. Notamment aussi si tu as des idées de vidéos, c'est avec plaisir parce que ça prend du temps de réfléchir là-dessus, d'avoir les bonnes idées et tout. Si tu veux m'aider à écrire aussi, à réaliser des enquêtes comme ça, et bah si tu veux rejoindre la team, envoie-moi un message sur Instagram ou sur le site internet. J'espère que cette petite réflexion elle t'a plu et puis on se revoit bientôt. Topette l'ami.